Et après, il faudra payer. Mais celle-ci, elle est gratuite et en cadeau en forme de bienvenue. Donc voilà, il y a le petit canard pour la déboucher. Là, ouais. Donc ceux qui en veulent pour agrémenter la lecture, si vous voulez voir en attendant, voilà. Maison. On va rapatrier les enfants. Maman, maman. Le petit livre Diego, le grand livre que Diego a écrit, qui s'appelle donc Ossos, que j'ai traduit en français sous le titre original de Course, et très créative. Et on voulait profiter de cette semaine consacrée à l'Argentine au Salon du Livre pour vous faire une lecture de ce roman. Donc nous allons lire de façon alternée avec Diego. Ok. Vous êtes tous bien installés? Ça va être très bien. Au commencement, Dieu s'ennuyait ferme. Afin d'avoir un peu de compagnie, Dieu lui vient de créer une créature à son image. Il toussa et cracha une glaire verte, la première grenouille. Et comme Dieu vit que la première grenouille était d'une très agréable compagnie, il lui fit don de la parole. Alors, la grenouille dit « croac », et Dieu lui répondit « croac, croac ». Et il se sentit très heureux. Il avait enfin trouvé une secrétaire digne de ce nom, qui dominait parfaitement la langue primordiale. Comme il faisait très noir, Dieu pensa lumière. Et la première grenouille coassa, et la lumière fut. Puis Dieu pensa ciel. Et la première grenouille coassa une seconde fois, et le ciel fut. Puis Dieu pensa terre, couverte de plantes et d'herbes, donnant des semences selon les espèces, et d'arbres donnant des fruits portant des graines selon les espèces. Alors, la première grenouille coassa, et la terre et les végétaux furent, ainsi que toutes les choses qui existent, et même celles qui n'existent pas, en vertu de la déclinaison et de la variation de ce coassement primordial. Des milliers d'années passèrent, les sons des mots s'appauvrirent, mais leur sens s'enrichit. Des milliers d'années passèrent encore. Les grenouilles furent fécondes et se multiplièrent sur la surface de la terre, oubliant ce qui avait eu lieu aux origines. Un jour, dans la chambre nuptiale de la reine des grenouilles, naquit le tétard le plus admirable qui soit, Esmeralda. Tandis que les autres amphibiens gaspillaient leur temps à plonger, à serpenter, à zigzaguer au fond d'un étang, Esmeralda, après avoir fait ses devoirs, aidait sa mère aux tâches ménagères, balayant le palais, faisant la vaisselle, filant au bouet.
À peine eut-elle perdu sa queue de tétard que commencèrent à pleuvoir les demandes en mariage de batraciens du Pleu au vent, et parmi eux, le prince des crapauds, un vieux garçon endurci à l'haleine âcre de dragon. Bien évidemment, Esmeralda repoussa tous ses prétendants. Elle voulait profiter pleinement de sa vie de grenouille célibataire. Elle consacrait son temps à organiser des campagnes de protection des espèces en voie de disparition, créait des associations de lutte contre la pollution des ressources naturelles, militait pour le recours aux énergies alternatives, rétablissait la paix et l'amour entre proies et prédateurs. Quand il y avait des épidémies de gale, de fièvre afteuse ou de brucellose, elle rendait visite aux animaux convalescents, dans les basses-cours, les cages et les tanières. Et quand il y avait des inondations, elle se chargeait des problèmes de relogement des oiseaux qui avaient perdu leur nid. Quelle époque formidable! Sa renommée dépassa les frontières de son étang natal. Un jour, un producteur d'une chaîne de télévision de la capitale vint la trouver avec une proposition de travail des plus intéressantes. Esmeralda avait été sélectionnée parmi des lapins, des taupes, des blaireaux, des tortues, des chiens, des pingouins, des iguanes, des chouettes, des escargots, des zèbres, des panthères, des singes, des girafes, des souris. Il y avait même un couple de rhinocéros pour présenter une émission qui inviterait les enfants à aller au lit sans protester, éveillant au passage leur conscience écologique. Esmeralda accepta avec une joie directement proportionnelle à la rancœur éprouvée par les animaux non sélectionnés. Les rhinocéros en particulier, qui lui firent comprendre, en touchant leurs cornes, que si elle ne renonçait pas immédiatement à cet emploi, elle allait le payer très cher. Esmeralda ignora toutes ces menaces et ces obscénités. Et fort heureusement, dès le début, il est tard, mais tard, battit tous les records d'audience connus jusqu'alors. Tu te souviens de la première émission? Un père de famille, en costume cravate, conduisait ses enfants à l'école en voiture avant d'aller au travail. Esmeralda, qui voyageait bien assise sur le siège du passager avant, la ceinture de sécurité attachée, se mettait à faire un calcul à voix haute. Si un papa ou une maman qui conduit ses enfants à l'école en voiture émet par le tuyau d'échappement 1300 grammes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, les 2 millions de mamans ou de papas de Buenos Aires qui conduisent tous les jours leurs enfants à l'école en voiture émettront plus de 2600 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui provoquera une véritable hécatombe écologique aux conséquences insoupçonnées pour les générations à venir. Puis, Esmeralda faisait son apparition en scène d'extérieur, à bicyclette, suivie par des milliers d'enfants, sans leurs parents, pédalant dans un chemin qui serpentait le long d'un champ, plein de fleurs et d'oiseaux qui chantaient de joyeuses mélodies, exhortant tout le monde à aller à l'école avec des moyens de transport non polluants. Arrivée au bord d'un étang, elle descendait de sa bicyclette et se mettait à faire des bonds de nénuphar en nénuphar sur la surface miroitante de l'eau. En arrivant au dernier nénuphar, elle disait « Mes petits pétards, il est bien tard. » Et alors, arrivait le moment le plus important et le plus attendu de toute l'émission. Esmeralda se mettait à chanter. Croix, croix, croix. Croix, 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 croix. Ce n'était pas n'importe quel chant de grenouille. À l'instar du coassement primordial, les coassements d'Esmeralda étaient de véritables paroles magiques, capables d'ouvrir les portes du sommeil des enfants, bien plus efficaces que les histoires, les bains de sel soporifiques, les menaces, les somnifères et même les ours en peluche. Grâce à l'émission d'Esmeralda, Buenos Aires fut pendant un temps une des villes aux indices d'insomnie les plus bas du monde, jusqu'à il y a peu.
2 mois plus tôt, exactement 2 mois, 4 jours, 10 heures et 44 minutes, Esmeralda venait de terminer le tournage d'un épisode qui l'avait particulièrement épuisé et l'avait mise d'une humeur de sangsue anémique. Elle était dans sa loge, face au miroir, en train de se démaquiller avec du coton, quand quelqu'un frappa à la porte. En ouvrant, elle se trouva face au prince des crapauds, un bouquet de fleurs à la main. Avant qu'elle n'ait pu lui refermer la porte au nez, l'importun lui montra le présent qu'il portait dans l'autre main, une boîte de mouches confites. La gloutonnerie fut plus forte que l'aversion, la fatigue ou la mauvaise humeur. Esmeralda le laissa entrer. 2 minutes plus tard, le prince des crapauds essayait de la picoter. Esmeralda lui décocha une claque et menaça d'appeler le personnel de sécurité s'il ne se comportait pas plus correctement. Le prince des crapauds présenta ses excuses et se servit un whisky. Pendant qu'il en buvait une rasade et la regardait avec des yeux de ptérodactyle humilié, Esmeralda goûta une mouche confite. À la première bouchée, la friandise resta coincée dans sa gorge. Sa respiration en fut coupée, son sang se figea dans ses veines et sa tête commença à tourner. Elle tomba à terre comme morte, mais elle n'était pas morte. Elle était profondément endormie. Le prince des crapauds lui avait donné à manger une mouche confite fourrée avec un redoutable narcotique pour la remettre sans résistance entre les mains du croque de dos, autrefois connu sous le nom de Cristoforo Guzmán, l'ogre de Buenos Aires. Écoute bien ce que je vais te dire. Chaque ville a son ogre, au moins un. Et Buenos Aires n'était pas une exception. Je ne parle pas des ogres qu'on voit dans les contes de fées, tapis dans une cabane au cœur d'une forêt dense, dans l'attente qu'un enfant de la taille d'un petit doigt, perdu au milieu de la nuit et des hurlements des loups, viennent frapper à leur porte par hasard à la recherche d'un abri, accompagné de ses petits frères. Ça, c'était les ogres d'autrefois, pas ceux d'aujourd'hui. Les ogres d'autrefois ont existé à une époque où l'homme respectait et craignait les sacro-saintes lois de la nature. L'invention de l'automobile et du tourne-disque 78 tours, celle de l'aéroplane et de la tondeuse à gazon avec sac aspirateur, celle de l'éclairage électrique et du télégraphe, celle du réfrigérateur et de l'air conditionné mural avec thermostat réglable et filtre amovible pour faciliter le nettoyage, ont pollué la terre, empoisonné l'eau, pourri l'air. La déforestation sauvage et l'exode rural ont non seulement dépouillé les forêts de leurs arbres et les champs de leurs paysans, mais aussi les ogres de leurs enfants. Comme le reste des prédateurs, les ogres se sont vus obligés de migrer vers les grandes métropoles où la nourriture était plus abondante. Mais aucun enfant de la ville, aussi perdu et aussi stupide soit-il, mis en garde par les histoires que ses parents lui racontent tous les soirs avant de dormir, n'irait frapper à la porte d'un géant barbu aux dents de piranha. Pour survivre dans un milieu urbain, souvent terriblement hostile, les ogres ont dû s'adapter, comme toutes les espèces, à leur nouvelle condition de vie. Ils se sont coupés la barbe, se sont épilés les sourcils et les oreilles, se sont mis un corset pour atténuer leur gros ventre, se sont soumis à des traitements d'orthodontie jusqu'à obtenir un sourire resplendissant et à première vue inoffensif. Et à marcher. Más forte. Diego. Forte, forte, forte. Il faut lire plus fort. Vous entendez? Non? Et ça a marché. Oui. Ah, voilà. Je recommence. Très bonne idée. Il est aussi difficile à notre époque de distinguer un ogre d'un adulte que de distinguer certaines espèces de champignons vénéneux d'un champignon comestible.
Tout le monde peut être un ogre. Le voisin d'à côté, qui paraît si aimable, peut être un ogre. Le marchand de glace ou celui de chocolat, le boulanger, idem. Et même ton propre père peut être en réalité un ogre qui a englouti ton véritable père pour épouser la forme d'un être aimé et mieux te manger. N'oublie jamais ça. Dans toutes les villes, il y a au moins un ogre qui sommeille. Au moins un. Buenos Aires n'était pas une exception. Mieux encore, Buenos Aires a été pendant des années la capitale de la gastronomie orchestre. Des ogres venus des 5 continents voyageaient expressément jusqu'aux confins du monde, non seulement pour bénéficier d'un taux d'échange avantageux et contempler un glacier, des chutes d'eau ou une hacienda, mais aussi pour déguster les mets délicieux du restaurant de Cristoforo Guzmán, l'ogre de Buenos Aires, inventeur d'une recette qui avait révolutionné l'art de cuisiner les petits enfants. N'importe quel équérisseur sait que le goût de la viande de bœuf dépend de la manière de séparer l'animal de son cadre familial, de les transporter ou de les liquider. Une vache qui est enfermée avec d'autres bestiaux dans un compartiment minuscule des trains ou des camions, qui, pendant les voyages, est soumise à des bruits, des vibrations, des températures extrêmes, à des brusques changements d'allure, à des longues attentes. Une vache qui respire pendant des heures les gaz émanant des excréments, de l'urine et de la fumée des tuyaux d'échappement. Une vache qu'on force à monter et à descendre sur des rampes vertigineuses et glissantes et qui est sacrifiée brutalement d'un coup de massue entre les cornes et soumise à une tension nerveuse qui altère radicalement les goûts de la viande. Il en va de même avec ces petits animaux appelés enfants. Si pendant les instants qui précèdent sa mort, l'enfant est soumis à une émotion désagréable, comme la terreur, provoquée par un ogre qui les poursuit dans toute la maison en brandissant un couteau et en hurlant « Espèce de sale petite vermine, je vais ne faire qu'une bouchée de ta chair fraîche, une lampée de ton sang, tes os vont craquer sur mes dents comme la tonnerre dans le ciel. Il ne faut pas s'étonner que le sang devienne nègre, que le nerf se durcisse et que la viande soit immangeable. Afin d'éviter tout désagrément digestif, l'ordre de Buenos Aires a découvert que l'enfant devait absolument ignorer les sorts qui l'attendaient, à juste titre du pontifié. Les saveurs ruinent la saveur. Pardon, le savoir ruine la saveur. Sur les apparences d'un adulte sympathique, débonnaire, inoffensif, Cristoforo Guzmán passait ses journées à déambuler dans les rues de Buenos Aires afin de choisir personnellement les ingrédients de sa cuisine. Une maman ou un papa se promenait distraitement avec son enfant. Comme c'est souvent le cas, l'enfant partait en avant ou restait à la traîne un instant. Ces moments d'inattention suffisaient alors pour commencer à discuter amicalement avec l'enfant et disparaître avec lui. D'autres fois, il préférait kidnapper les enfants qui jouaient dans les squares hors la vigilance d'un adulte, ou ceux qui dormaient les fenêtres ouvertes, ou ceux qui allaient seuls à l'école, ou ceux que les parents envoyaient faire une course à l'épicerie du coin. Avec son plus beau sourire, Cristoforo Guzmán amenait l'enfant chez lui, au fond du restaurant, deuxième porte au fond du couloir, à droite. Au lieu de l'enfermer dans une cage, de l'alimenter pendant plusieurs jours, et de lui demander tous les matins de sortir un bras de la cage pour voir s'il était assez gras ou trop maigre, il les traitait comme un prince l'espace de quelques heures. Il lui offrait des friandises que jamais auparavant il n'avait mangées. Il lui faisait des cadeaux que jamais auparavant il n'avait reçus. Il jouait à des jeux auxquels jamais auparavant l'enfant n'avait joué. Il lui racontait des histoires que jamais ses parents ne lui avaient racontées.
Il lui faisait boire un chocolat au lait comme jamais il n'en avait goûté. En fait, c'était une drogue qui le plongeait dans un sommeil profond. Laure le portait dans ses bras jusqu'à la cuisine, plus heureux que jamais, et l'installait soigneusement sur le plan de travail, avant de sortir d'un buffet en robot à 3 vitesses et 6 fonctions, idéal pour éplucher, hacher, moudre, pétrir, râper et scier les petits enfants. C'est ainsi que furent massacrés un nombre incalculable de chérubins. Les parents cherchèrent les enfants partout, en vain. Les journaux et les flashs télévisés ne cessaient de parler, à vous en donner le tournis, de ces enfants qui, dans un moment d'inattention, s'étaient évaporés. Il y avait des affiches placardées dans toute la ville qui invitaient les plus grands à surveiller les plus petits, de tous leurs yeux, à fermer les portes à double tour, à ne jamais laisser les fenêtres ouvertes. Personne n'avait eu l'idée d'inspecter les restaurants de l'œuvre de Buenos Aires, qui ressemblait tellement à un restaurant normal, parfaitement normal, mais qui ne l'était pas tout à fait. À travers les rideaux en dentelle, on distinguait quelques clients grassouillés, occupés à boire un verre de vin de Bourgogne, à la lueur moribonde des bougies, tout en mâchonnant des cuisses d'enfants à la provençale, des poitrines d'enfants au curry, des oreilles d'enfants au thym et au citron, des entrecôtes d'enfants à la sauce au poivre noir ou des boudins fourrés au foie d'enfant. Crunch, crunch, crunch. Ils ont trop peur, les enfants. Il fallait pas venir avec les enfants. Temps de prospérité dura jusqu'au jour où Igor Logosovitch, en personne, le roi des ogres, qui voyageait souvent de sa Tartarie natale jusqu'à Buenos Aires pour déguster les mets préparés par Cristoforo Guzmán, quitta le restaurant avec une gêne digestive qui s'aggrava au cours de la nuit. Dans le cortège qui l'accompagnait, il s'est trouvé, comme c'était l'usage, un ogre barbier qui lui donna des comprimés effervescents pour faciliter la digestion. Au petit matin, le roi des ogres remit une pierre que l'ogre barbier examina minutieusement avec une loupe. De toute évidence, Sa Majesté avait mangé quelque chose qui n'était pas de la viande d'enfant. Contrairement à une idée assez répandue, les ogres ont un appareil digestif très délicat. Toute viande croquée, déchiquetée, triturée, mastiquée et déglutie, qui ne serait pas de la viande d'enfant, une fois en contact avec les enzymes digestives ogresques, se transforme automatiquement en pierre, provoquant une indigestion qui peut conduire, dans certains cas, à la mort. Au saut du lit, plus pâle que jamais, après la mauvaise nuit qu'il avait passée, Igor Logosovitch se dirigea vers le restaurant de Cristoforo Guzmán pour exiger des explications. Il voulait savoir ce qu'il avait mangé la veille au soir. Viande d'enfant à la sauce Robert, déclara Cristoforo Guzmán. Le roi des ogres le fulmina du regard. Une queue poussa à Cristoforo Guzmán, couverte de poils châtains, ébouriffés en forme de plumeaux. Le roi des ogres lui redemanda, avec une voix qui fit trembler le lustre en cristal, ce que diable il avait mangé la veille au soir. Viande d'enfant à la sauce Robert, continua à affirmer Cristoforo Guzmán sans sourciller. C'est juste remplir des noisettes. Le roi le menaça, s'il n'avouait pas la vérité, de prononcer une conjuration magique dans l'abominable langue des ogres qui allait le transformer en un tas de charognes. Les yeux pleins de larmes, Cristoforo Guzmán s'agenouilla et déclara que, ces derniers temps, suite à la campagne de prévention lancée par la mairie de Buenos Aires pour alerter les parents des dangers qui couvraient leur progéniture, il lui était de plus en plus difficile de se procurer des petits-enfants. Afin de ne pas se voir obligé de fermer le restaurant et de laisser Sa Majesté à jeun alors qu'il avait pris la peine de venir de si loin, il n'avait pas eu d'autre solution que de partir à la chasse aux abords de la ville, là où il y avait encore quelques enfants sans protection. Malheureusement, dans ces contrées solitaires, la chasse n'avait rien donné d'autre
et des écureuils. Comme cette chair ressemblait fortement à la chair de petit enfant, il avait préparé un écureuil assaisonné à la sauce Robert, ignorant bien évidemment, et qu'il n'y a aucun doute sur ce point, les conséquences que cette substitution pourrait faire subir à l'appareil digestif de Sa Majesté. Mensonge. Igor Poglosovski décida de destituer et de bannir Cristoforo Guzman. Il prononça une conjuration magique qui l'empêchait dorénavant de manger et même de toucher de la viande d'enfant, sous peine de mort. Cristoforo Guzman voulut protester, mais avant qu'il n'ait pu dire le moindre mot, le roi des ogres prononça une autre conjuration magique qui les transforma en Kleenex avec lesquels il se moucha avant de le jeter dans les WC du restaurant. Après avoir tiré la chasse d'eau, le roi des ogres ordonna à son corps de corps de mettre le feu au local. Pendant que ce qui était jusqu'alors le meilleur restaurant pour ogres s'effondrait au milieu des flammes, et que l'on entendait au loin les sirènes des pompiers, et que l'on voyait dans le ciel une fumée noire comme le charbon et la houille, noire comme des ailes d'un corbeau et la pupille d'un aigle, noire comme le soleil dévoré par un milliard de fourmis noires, un flot d'eau usée, emportait Cristoforo Guzman plusieurs kilomètres sur terre, au milieu des poils, des crottes de nez, d'ongles, des bois de conserve, des pinces à linge, des pièces de monnaie, des cacadieux, des bouchons, des papiers. Pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Hello. Pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup Excusez-moi, je suis très en retard en fait. C'était de l'autre côté de Paris, à la porte de Versailles, au salon de livres où j'ai signé mon nouvel livre. The feeling of being. A revolutionary approach to life, the universe, God, mental stability, spiritual awakening, emotional well-being, happiness, business, physical health, and me, qui vient de paraître sous le titre français Bien-être et méditation. Il y avait un queue devant moi pour mes dédicaces qui allait d'ici jusqu'à, je ne sais pas si vous voyez là derrière vous, mais c'était 5 fois plus long et beaucoup plus long que celle d'Amelie Nothomb, qui signait son nouvel livre, je crois que ça s'appelle La Larousse des lieux communs. Et aussi celle de Jean d'Ormesson qui écrivait un super livre qui s'appelle C'est aimer que nous aimons. Très bien. De l'Académie française, quand même. En tout cas, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour vous donner une petite conférence sur le TBTT. Le TBTT, vous connaissez le TBTT? Bien sûr, monsieur. Oui, c'est quoi? TBTT? Oui. C'est technique. Non. C'est technologie. Oui. D'accord, technologie. Non, c'est le Teddy Bear. Ah, ok. Therapy. Je le savais. Oui. Je ne suis pas là pour parler de mon livre non plus, qui s'est vendu quand même 20 millions d'exemplaires. Je viens de signer d'ailleurs un contrat milliardaire avec mon éditeur pour le prochain livre. Mais on va rester discret pour ne pas tirer la jalousie des autres éditeurs et pour ne plus avoir de problème avec le fisc. Mais là, je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là aussi pour rendre hommage à ceci.
ce livre qui est plus qu'un livre banal, un livre de fiction, comme les 241 574 670 livres au Salon du Livre. Ce livre, c'est un livre de fiction magique, messieurs, dames. C'est grâce à ce livre que j'ai pu changer ma vie. Il suffit de dire quelques mots, quelques phrases de ce livre, et vous pouvez changer le vôtre. C'est grâce à ce livre que j'ai pu développer le TBTT. D'ailleurs, ce livre est paru dans mes mains tout à fait par hasard. Je marchais dans le Marais un dimanche après-midi, comme aujourd'hui, après avoir fait la fête dans une super bar qui s'appelle le Trash, où il y a une sorte de jeu de manège avec tout en cuir et des cages. En tout cas, je marchais dans la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie quand j'étais abordé par deux jeunes hommes beaux comme les dieux, grands, musclés, cheveux rasés presque comme des anges, avec des yeux bleus, des costumes, cravates noires, des chemises blanches, resplendissants, éblouissants. Ce n'étaient pas des anges, c'était des Mormons, messieurs. Et ces Mormons, ils avaient ce livre dans le main. Je ne sais pas si vous savez, mais ils ont échangé le livre de Mormon pour ce livre. Maintenant, ils vont de porte à porte et dans les rues, ils abordent les gens et ils leur donnent cette nouvelle livre, un nouveau livre pour l'humanité. Et c'est grâce à ce livre que j'ai pu moi-même changer ma vie et développer quelque chose qui va aider tout le monde. J'ai beaucoup de... Bon. En fait, là, malheureusement, je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous faire toute une conférence sur le TBTT, mais la semaine prochaine, en Suisse, je fais une conférence pour les hommes d'affaires, pour la formation continuelle des entreprises, et vous êtes les bienvenus. C'est un peu cher, mais si vous avez un livre dédicaté dans les mains, vous auriez une grande réduction. Donc, je suis désolé de devoir partir comme ça. Mais quand même, je sens qu'ici, il y a des feelings, il y a des émotions, j'ai des sensations, je capte la sensibilité, je capte qu'il y a des petits problèmes ici maintenant et que je dois vous faire une petite démonstration pour vous convaincre de la beauté de la TBTT. Donc, ça va? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment? C'est bien que vous soyez très silencieux parce que là, on va faire une expérience. On va faire une expérience avec. Oui, monsieur. Je sens que monsieur, il a des problèmes, même s'il a une femme qui l'adore. Je sens qu'il a des problèmes. Il est entouré de bouteilles d'alcool. Il a des problèmes avec les médicaments. Oui. Les médicaments. Monsieur, je vais vous aider avec cette thérapie complètement nouvelle que j'ai pu développer grâce à Ours de cette merveille de la littérature brésilienne. Voilà. Vous vous appelez comment? Simon. Simon. Yes. Simon, ça c'est vous. Simon. Pauvre Simon. Yes. Oh, I am so sous. Oh. Bon, ça c'est Simon. Ça c'est le père de Simon qui s'appelle... Comment il s'appelle ton père?
Papa est Manuel. Manuel, côté Manuel. Manuel. Ça, c'est son ami argentin qui s'appelle Pedro. Hola, ¿qué tal? Ça, c'est son ami, son cousin qui s'appelle Horatio. Horatio. Pedro. Simon, le père de Simon. Et sa première petite amie qui s'appelle Karen. Karen. Oh, Karen, quelle beauté. Pourquoi Simon? Pourquoi Simon? Oh, je suis très malade. Je me sens pas bien. J'ai trop bu hier soir. Je crois que je vais dormir. Simon, hello, I'm here. Ne dices nada, ne dije nada, ne diga nada, ne di nada, ne di nada, ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Yo quiero. Dis. Comment? Tu me veux, mais moi je suis avec Simon. Yo sais, je sais. Hi there, how are you, Karen? Ah, je suis bien, mais Simon il est encore malade. Oh, c'est dommage, Karen, parce que je voulais te dire un truc. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je voulais te dire ça. ¿Qué haces con Karen? What is happening here? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Simon, oh non. Simon, il vient de tuer Pedro. Quoi? Simon! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas... Oh, ma vie est très horrible. Je n'arrive pas à faire face à ma vie. Comment? Il a tombé. Oh. Simon, je sais que tu as des problèmes avec l'alcool, mais je voudrais te dire, Simon, que je t'aime pour toujours. Tu es mon fils et tu es bon, même si ton passé a été épouvantable. Merci. Ça va mieux? Oh, oui, oui. Tu as fait des choses? The feeling of being. The feeling of being. Tout le monde a la capacité de changer leur vie grâce à la TVTT. Ici, je vais donner certaines sources à des personnes qui ont vraiment des grands problèmes comme madame. C'est quoi le nom de ta mère? Comment? Amina? Amina. Et tu t'appelles comment? Najet. Najet Amina. Toi, madame, qui est complètement dépressive. Une sœur? Comment elle s'appelle? Joanna. Et toi, tu t'appelles? Laura. Joanna, Laura.
Ada, comment tu t'appelles? Heather. Heather. Et comment ça s'appelle ta mère? Peggy. Peggy. Vous, monsieur, vous riez, mais derrière cette sourire, il y a quand même... Il y a quand même toi-même avec qui tu dois faire le pardon. Monsieur. Bonjour, comment tu t'appelles? Enrique. Ta première copine? Avant elle? Malina, voilà, Malina. Arrêtez de briser les cœurs des hommes. Malina. Monsieur, comment tu t'appelles? Chaim. Ah, Chaim. Comment il s'appelle ton père? Marty. Petit Marty. Bon, je ne vais pas faire la distribution parce que je suis attendu en fait. J'ai laissé mon argent pour faire les efficaces et je dois retourner de l'autre côté de Paris. Le salon de livres, c'est vraiment une grande épreuve pour nous les auteurs, surtout ceux qui vendent bien. Mais je vous laisse avec ceci. Quack, quack, quack. Donc les livres sont là, ce sont les invendus du salon du Loup. Diego va vous les dédicacer si vous le souhaitez. On va se mettre en couille aux enfants les filles. Il est génial. Il est génial. Tu t'as fait toi aussi ta psychanalyse, oui? Hein? Tu t'as fait ta psychanalyse? J'aurais aimé, mais... Oui, il me l'a fait. Ah oui, tu n'es plus le même après. Hein. Je te jure, tu es transformé. Il reste des jours sur le thérapeutique. Et donc, avant j'ai expliqué et avant, Regarde, on fait la feuille à mon endroit. C'est magnifique. Vous voyez? L'anti-salon du livre est bien plus drôle. Même le quartier algérien, mais... Ben, je recommande cet endroit, donc c'est un bar qui vend de la bière, de l'alcool, et il se passe des événements étonnants.
Non, c'est pas trop dégoûtant, ça peut faire, mais enfin, bon. C'est la cirrhose. La cirrhose, c'est pas d'abord. C'est quoi avant? Alors, Lionel, ça s'est bien passé? Bruxellose, elle rendait visite aux animaux convalescents, dans les basses-cours, les cages et les tanières. Et quand il y avait des inondations, elle se chargeait des problèmes de relogement des oiseaux qui avaient perdu leur nid. Quelle époque formidable! Sa renommée dépassait les frontières de son étang natal. Un jour, un producteur d'une chaîne de télévision de la capitale vint la trouver avec une proposition de travail des plus intéressantes. Esmeralda avait été sélectionnée parmi des lapins, des taupes, des blaireaux, des tortues, des chiens, des pingouins, des iguanes, des chouettes, des escargots, des zèbres, des panthères, des singes, des girafes, des souris. Il y avait même un couple de rhinocéros pour présenter une émission qui inviterait les enfants à aller au lit sans protester, éveillant au passage leur conscience écologique. Esmeralda accepta avec une joie directement proportionnelle à la rancœur éprouvée par les animaux non sélectionnés. Les rhinocéros en particulier, qui lui firent comprendre en touchant leurs cornes que si elle ne renonçait pas immédiatement à cet emploi, elle allait le payer très cher. Esmeralda ignora toutes ces menaces et ces obscénités. Et fort heureusement,
dès le début. Il est tard, mais il lui fit don de la parole. Alors, la grenouille dit « croac », et Dieu lui répondit « croac, croac ». Et il se sentit très heureux. Il avait enfin trouvé une secrétaire digne de ce nom, qui dominait parfaitement la langue primordiale. Comme il faisait très noir, Dieu pensa lumière. Et la première grenouille coassa, et la lumière fut. Puis Dieu pensa ciel, et la première grenouille coassa une seconde fois, et le ciel fut. Puis Dieu pensa terre, couverte de plantes et d'herbes, donnant des semences selon les espèces, et d'arbres donnant des fruits portant des graines selon les espèces. Alors, la première grenouille coassa, et la terre et les végétaux furent, ainsi que toutes les choses qui existent, et même celles qui n'existent pas, en vertu de la déclinaison et de la variation de ce coassement primordial. Des milliers d'années passèrent, les sons des mots s'appauvrirent, mais leur sens s'enrichit. Des milliers d'années passèrent encore. Les grenouilles furent fécondes et se multiplièrent sur la surface. Une après, il faudra payer. Mais celle-ci, elle est gratuite et en cadeau en forme de bienvenue. Donc voilà, il y a le petit canard pour la déboucher. Là. Donc ceux qui en veulent pour agrémenter la lecture, si vous voulez voir en attendant, voilà. Maison. On va rapatrier les enfants. Maman, maman. Oubliant ce qui avait eu lieu aux origines. Un jour, dans la chambre nuptiale de la reine des grenouilles, naquit le tétard le plus admirable qui soit, Esmeralda. Tandis que les autres amphibiens gaspillaient leur temps à plonger, à serpenter, à zigzaguer au fond d'un étang, Esmeralda, après avoir fait ses devoirs, aidait sa mère aux tâches ménagères, balayant le palais, faisant la vaisselle, filant au bouet. À peine eut-elle perdu sa queue de tétard que commencèrent à pleuvoir les demandes en mariage de batraciens du plus haut rang, et parmi eux, le prince des crapauds, un vieux garçon endurci à l'haleine âcre de dragon. Bien évidemment, Esmeralda repoussa tous ses prétendants. Elle voulait profiter pleinement de sa vie de grenouille célibataire. Elle consacrait son temps à organiser des campagnes de protection des espèces en voie de disparition, créait des associations de lutte contre la pollution des ressources naturelles, militait pour le recours aux énergies alternatives, rétablissait la paix et l'amour entre proies et prédateurs. Quand il y avait des épidémies de gale, de fièvre apteuse ou de le petit livre Diego, le grand livre que Diego a écrit, qui s'appelle donc Ossos, que j'ai traduit en français sous le titre original de Tous, qui est très créatif. Et
Et on voulait profiter de cette semaine consacrée à l'Argentine au Salon du Livre pour vous faire une lecture de ce roman. Nous allons lire de façon alternée avec Diego. Ok. Vous êtes tous bien installés? Ça va être très bien. Au commencement, Dieu s'ennuyait ferme. Afin d'avoir un peu de compagnie, l'idée lui vient de créer une créature à son image. Il toussa et cracha une glaire verte, la première grenouille. Et comme Dieu vit que la première grenouille était d'une très agréable compagnie,